Aujourd'hui, on va parler d'une société qui a fait une hausse fulgurante durant les 20 dernières années, c'est Hermès. Alors Hermès, c'est vraiment la société par excellence du luxe qui a réussi à s'imposer dans le monde du luxe et également en bourse parce qu'on a une croissance qui est phénoménale. Alors évidemment ici, on a une méga chute puisque on pensait ici en 2021 que on allait partir vers une crise puisqu'il y a eu tellement d'injections de liquidités et une hausse exponentielle. Ce que vous voyez ici, c'est le moment où on a eu le confinement, mars 2020. Donc on voit ce petit décroché qui a vite repris et comme on a eu une injection de liquidités et on est parti vers les dossiers les plus et qualitatifs mais aussi spéculatifs puisque le luxe en soi est une bonne branche, mais c'est une branche aussi qui, grâce à son image de luxe, a aussi des phases d'euphorie parce que quand on voit ici la montée exponentielle qui est énormissime justement et qui, parce que c'est le luxe, profite de cette renommée-là en bourse, même s'il n'y a pas forcément de lien, mais forcément ici on avait une correction et avec les taux qui allaient potentiellement remonter. Donc on s'était dit que ça y est, c'était fini les valorisations avec des PER de 50-60. Donc on a eu une chute drastique, mais on s'est vite rendu compte que les revenus étaient là, que la croissance était là, et que même si on est un peu surévalué, mine de rien, on a quand même une croissance qui continue, donc la surévaluation peut continuer longtemps, puisque même si ici vous êtes encore surévalué ou un peu surévalué, mais que les bénéfices augmentent encore et qu'on est sur une prévision de bénéfices pour les années futures qui est grandissante, forcément, ça redonne de l'espoir aux investisseurs et ils continuent à se dire on va avoir des revenus qui augmentent encore, donc on se place là. À savoir si la valorisation se situe plutôt par là, plutôt par là, plutôt par là ou plutôt par là. Puisque forcément, même si la valorisation officielle se situait aux alentours de 1500-1600, eh bien, on aurait quelque chose de légèrement surévalué, mais pourquoi pas prendre le risque d'être un petit peu surévalué pour au moins être dans le train et posséder du Hermès dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais si l'évaluation est plutôt par là, alors là, il vaut peut-être mieux attendre parce que là, on paye très cher cette surprime du luxe et ce serait vraiment n'importe quoi. Donc l'idée aujourd'hui va être de brosser un portrait de la société pour voir déjà si elle a des bons ratios, des bons fondamentaux, etc. Et il y aura sûrement une seconde vidéo pour voir, si on va étudier la valorisation mathématique et sûrement une troisième vidéo pour l'étude des bilans comptables, les rapports financiers, etc. Plus les conférences calls, enfin bref, tout ce mix-là pour dire justement la surévaluation ou la sous-évaluation est de temps. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce sont des super perspectives qui arrivent, des très mauvaises, des moyennes? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que l'équipe dirigeante est confiante? Elle ne l'est pas, elle a des doutes, etc. Parce qu'avoir une valorisation, c'est bien, mais la valorisation ne vous donne qu'un état à un instant T. Elle ne vous donne absolument pas et jamais la direction. Et c'est bien tout le problème. C'est pour ça que vous entendez beaucoup d'investisseurs qui vous disent qu'il faut avoir une valorisation et lire les rapports financiers, etc. Parce que dans un cas, vous pouvez dire, voilà, la valorisation, par exemple, aujourd'hui, elle serait à 2200. Très bien. 2200, c'est génial, ça veut dire que vous êtes surévalué. Mais ça ne veut rien dire du tout, puisque si les investisseurs se projettent et qu'en fait on va vers une récession, donc une chute du chiffre d'affaires, donc une chute de la rentabilité, des revenus qui vont rentrer, donc la valorisation aujourd'hui de 2200 euros, elle n'est plus bonne puisque dans un avenir proche, les revenus vont chuter et du coup, les calculs mathématiques qui amènent à 2200 vont peut-être amener à 1008 ou 1006. Et on peut vite passer de je suis surévalué aujourd'hui avec les données mathématiques que j'ai de la période passée, qui ne prennent pas en compte l'avenir. Donc il faut toujours le passé, la valorisation par les calculs pour avoir la valorisation historique avec les données passées et pour au moins savoir où on est à peu près. Et de par cette valorisation, mettons qu'on soit à 2200, dire oui, l'avenir va continuer sur cette lancée, l'équipe dirigeante est géniale et tout est beau et rose et du coup on va vers une augmentation des revenus. Alors là on se dit que du coup on est 2200 et au-dessus, donc effectivement aujourd'hui il faut sauter sur l'occasion. Ou alors on est à 2200 et l'avenir est beaucoup plus sombre et l'équipe dirigeante est un peu craintive et du coup on va vers en dessous. Mais du coup, si on va vers en dessous, on se rapproche de la valorisation actuelle par le marché. Donc, peut-être que c'était notre valorisation qui était trop haute. Bref, aujourd'hui, on voit juste l'idée des rapports, des ratios financiers, et on verra dans un second temps et un troisième temps ce que je vous ai énoncé plus tôt. Donc, on part là-dessus. Premier screener, on voit les revenus totaux qui augmentent. Alors ça, c'est très bien, parce que du coup, depuis un bon nombre d'années, on pourrait avoir le luxe qui ne suit pas les périodes économiques, qui subit un peu. Par exemple, en 2008, on aurait très bien pu avoir
une chute phénoménale, etc., des revenus, et pourtant non, on continue, donc depuis 2006, on voit bien que ça n'est qu'en augmentation. Attention quand même ici, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, peut-être que du coup, parce qu'on voit qu'on a une très grande hausse, là d'un coup on est quand même bien monté, et là on fait des grandes marches, ça peut être une très bonne comme une très mauvaise chose. Ça peut être une très bonne chose parce que l'entreprise a fait un nouveau pan de son activité ou une nouvelle stratégie. Mettons que par exemple maintenant elle arrive à vendre en ligne alors qu'avant elle était peut-être restée tout le temps en boutique pour garder un peu ce truc de luxe et de accessible uniquement quand vous vous déplacez dans une boutique, dans un magasin chic. Peut-être qu'elle a ouvert ses portes à par exemple des magasins en ligne, et ce qui fait que la demande a explosé puisqu'en ligne vous vous adressez au monde entier et c'est plus simple. Ou est-ce que c'est uniquement dû au fait qu'on était tous enfermés chez nous et qu'il y a eu beaucoup de commandes et que beaucoup plus que d'habitude, ou des gens qui justement sont mis à dire bah voilà, l'État me paye mon revenu, ou j'ai des primes, ou ce qu'on veut, ou je suis aidé financièrement, puisque l'État a beaucoup aidé, les différents États ont beaucoup aidé, et donc les gens se sont retrouvés à la maison avec pas mal d'argent et de l'ennui, donc ils se sont mis à acheter des choses qu'ils n'avaient pas habituellement. Est-ce que du coup on va vers de grandes marches de plus en plus grandes ou comme ça pendant encore longtemps, ou est-ce que c'était juste une période exceptionnelle et que du coup on va vite redescendre à une croissance normale pour Hermès? Il faut lire les rapports financiers, mais en tout cas, j'aime bien voir ça. C'est quelque chose, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle, à voir si elle va être durable ou pas. Les revenus nets augmentent, très bien, ce qui veut dire que du coup, non seulement on a de plus en plus de parts de marché, mais on ne sacrifie pas les revenus nets au passage. La marge nette est très bonne, 17%, c'est pas mal. Alors c'est très bien pour une entreprise normale, c'est pas mal pour du luxe, mais depuis quelques années, 20 et maintenant 29, on est sur une très bonne chose. Ce sont vraiment de très bons ratios. Donc ici, là on le voyait. On voit ici aussi que les marges ont augmenté drastiquement depuis 2-3 ans, ce qui explique aussi, donc on a une croissance du chiffre d'affaires et une croissance des marges, ce qui est vraiment bien, à voir pourquoi. Mais dans tous les cas, même si on restait sur une marge nette entre 20 et 25%, c'est vraiment quelque chose qui est bon signe. Et le nombre d'actions en circulation, alors quand on zoome, parce que là comme ça on a l'air d'être sur une pente baissière, attention quand même, on a eu une énorme pente baissière ici, mais le problème c'est que depuis quelques temps, on se retrouve avec une augmentation. Alors des fois on a une augmentation, des fois une diminution, un rachat d'actions et une augmentation, à voir pourquoi. Si c'est comme ça en dents de scie et qu'on ne monte pas plus qu'historiquement, c'est-à-dire qu'ici on voit bien qu'on a un range et qu'on n'est jamais trop passé au-dessus de cette limite-là, ça me va, puisque ça veut dire qu'on rachète quand on peut, et puis des fois où on fait des acquisitions, où on dilue, mais jusqu'à une certaine limite, on s'impose une limite, pourquoi pas, à voir dans quel but ont été faits cette dilution, si c'est pour acheter des concurrents, si c'est parce qu'on avait mal géré un truc, à voir, mais du coup, on est quand même sur une grande tendance baissière, c'est pas mal. On passe donc au screener 2. Le screener 2 nous donne le ROCE. Le ROCE, c'est toujours pareil, c'est la performance de réinvestissement, c'est-à-dire que quand vous réinvestissez 1 euro, quand la société a fait donc des bénéfices et qu'elle se dit ces bénéfices, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux racheter des concurrents, racheter des actions? Bref, elle peut le réinvestir et du coup, chaque euro réinvesti va rapporter du coup, par exemple, là 20% et ici 25%. Une entreprise qui a un ROCE au-dessus de 10-15 est une entreprise qui a aussi souvent, très souvent, un moat, donc un rempart, qui fait qu'elle a un avantage concurrentiel sur ses concurrents, puisque quand vous êtes dans un domaine extrêmement serré, avec beaucoup de concurrents et beaucoup de batailles, vous avez du mal à réinvestir chaque euro qui vous dégage 30, 40 ou 50%. Souvent, dans des moments où on a des concurrents féroces, on réinvestit pour gagner 3, 5, 6%, mais on a du mal à aller au-delà. Une entreprise qui arrive à dégager 30% de ROCE est une bonne entreprise, en tout cas qui réinvestit bien et qui a l'air d'avoir un bon rempart concurrentiel. Donc c'est quelque chose, c'est une très bonne chose, c'est pas mal. Évidemment, on est dans le luxe, évidemment, il y a tout ce qui est attrait à la marque elle-même, donc c'est un énorme rempart, puisque quand vous investissez quand vous achetez un habit Hermès ou un sac Hermès, forcément, vous n'allez pas l'acheter, je sais pas moi, chez Nike ou Lacoste ou n'importe quoi, puisque du coup, vous n'avez plus la marque. Donc la marque en elle-même a toujours été un excellent rempart, mais attention aussi, selon la gestion de communication de la marque, on peut aussi très vite basculer et partir dans du cheap, du low cost, du too much, peu importe, on peut se faire avoir. Mais en attendant, c'est une très bonne chose. On a le free cash flow qui augmente, toujours pareil, les différences entre revenu net et free cash flow, je l'ai expliqué dans les différentes vidéos, mais toujours pareil, vous imaginez que vous avez une boulangerie, vous avez des revenus du coup à la fin de l'année, vous vous dites voilà, j'ai fait
100 000 euros de revenus, c'est génial. Mais si vous rachetez par exemple un four à pain, plus gros, plus compétent, plus économique, peu importe, c'est un réinvestissement, vous avez les raisons que vous avez, mais sur les 100 000, s'il faut débourser 95 000 pour le four, c'est très bien, alors vous pourrez amortir une bonne partie, etc., mais dans les caisses, il ne vous reste plus que 5 000, vous aviez 100 000, vous avez dépensé 95 000 dans un four, il ne vous reste plus que 5 000. Eh bien, les 100 000, c'est les bénéfices nets, c'est ce que vous avez généré grâce à votre activité, déduit un peu de toutes les charges. Et le free cash flow, c'est ce qu'il vous reste vraiment dans la caisse. C'est comme si vous aviez la caisse et que vous ouvriez le tiroir et vous dites, bah voilà, j'ai gagné 100 000 à la fin de l'année, je redépense 95 000 pour un four, bon, bah il me reste 5 000. Et donc c'est très important puisque vous pouvez avoir des entreprises qui sur le papier dégagent des bénéfices nets énormissimes, mais qui à la fin de l'année n'ont quasiment rien dans les caisses parce qu'à chaque fois elles sont obligées de réinvestir. Et souvent ces entreprises-là, c'est traître parce qu'elles sont obligées de réinvestir chaque année de par le business qu'elles font. Et donc du coup, l'investisseur ne profitera jamais de ses revenus nets ou dans très 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 longtemps, puisque s'il faut constamment réinvestir dans des usines, des fours, peu importe, bah ça veut dire que l'investisseur ne peut jamais toucher cet argent. En fait, il est gagné, mais il doit être réinvesti pour rester dans la course, donc en fait, vous ne le touchez pas. Et du coup, là, c'est le price to free cash flow, donc c'est ce qui intéresse, c'est ce qui m'intéresse moi, mais c'est ce qui devrait intéresser une grande partie des investisseurs, c'est justement cet argent dans les caisses, au bout de combien de temps je le récupère. Et donc là, on voit bien qu'on est sur 47 ans. Donc si aujourd'hui vous achetez une action Hermès, il vous faudra 47 ans pour potentiellement, à ce rythme actuel, pour potentiellement retrouver votre argent. Donc voilà, c'est à savoir. Est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, est-ce que c'est bien ou pas? Peu importe, parce que si vous croyez en Hermès et qu'elle peut dans 10 ans doubler, tripler, quadrupler ses revenus, forcément ce n'est plus 47 ans. Mais au rythme actuel, il vous faudra 47 ans. Donc à vous de voir, d'étudier le dossier, de savoir si la croissance peut encore continuer, s'accélérer, auquel cas ça irait, ralentir, auquel cas c'est très mauvais, parce que s'il faut déjà 47 ans avec les revenus actuels et qu'en plus ça ralentit, il vous faudra 50, 60, 70 ans. Donc ça n'a aucun intérêt. On passe donc au screener 3. Le screener 3, donc il y a un rappel des revenus nets, moi c'est juste un résumé ici. Le PE, parce que oui, même si le price to free cash flow, c'est bon de le regarder pour moi, je veux aussi voir ce que le marché regarde, et souvent, bien souvent, le marché regarde le PER. Et donc, c'est ce qui m'aide à savoir si le marché surestime ou sous-estime cette valorisation, enfin cette société. Aujourd'hui, on voit qu'elle est quand même plutôt légèrement surévaluée par rapport au marché, parce qu'on voit qu'ici, on avait des PER aberrants, mais on est redescendu. Mais on voit bien quand même qu'on reste sur quelque chose qui est plutôt en haut des chiffres qu'on a l'habitude de voir. La médiane plutôt serait aux alentours de 42, 40. Donc on voit bien qu'aujourd'hui avec un PER de 49, on est un petit peu haut. Maintenant, est-ce que ça se justifie avec des bénéfices futurs qui vont grandir drastiquement ou pas? Ça, c'est à vous de faire vos devoirs. Mais voilà, on est légèrement surévalué. La question, c'est pourquoi? Ensuite, on voit la dette. Très bonne gestion de la dette puisqu'elle diminue au fur et à mesure et finalement... Enfin, elle était à l'équilibre et finalement passe en positif. Donc on a la trésorerie qui ne fait qu'augmenter. C'est une très bonne chose pour acheter des actions, pour acheter des concurrents, peu importe, c'est une très bonne chose. Et le shareholder equity, donc les capitaux propres, qui ne font qu'augmenter, même si chez Hermès, ce n'est pas la principale variable, puisqu'on n'est pas dans une grosse industrie, on ne compte pas sur les bâtiments, sur les stocks, etc. On compte plutôt sur l'image de marque, la capacité à mettre des prix élevés et à ce que les clients continuent d'acheter, c'est plus ça, mais c'est toujours bon d'avoir des capitaux propres qui augmentent, ce qui fait que c'est un palier, ce qui fait qu'on est sûr que même en revendant les bâtiments, les terrains, etc., eh bien on toucherait 12,4 milliards, donc c'est toujours ça de prix. Et la market cap, c'est pour voir un petit peu si justement on monte, donc on voit bien, c'est un peu comme les cours, mais sauf que ça prend en compte le rachat d'actions, parce qu'on peut des fois avoir des cours qui diminuent, mais comme on a beaucoup plus racheté d'actions, finalement la market cap augmente. Donc voilà, ça confirme bien ce qu'on voyait, c'est que la market cap est en constante augmentation, parce que c'est de mieux en mieux valorisé. Voilà, donc pour moi, très bonne chose. Hermès, sans surprise, des très bons ratios, excellente entreprise. Maintenant, à voir si aujourd'hui c'est surévalué ou pas, parce qu'on a beau avoir une très bonne entreprise, on peut très bien se dire qu'elle est trop chère. On pourrait très bien dire Hermès est trop cher. Ce qui, attention, ne voudrait absolument pas dire qu'Hermès est une mauvaise société. Ça voudrait juste dire qu'elle est chère pour ce qu'elle est. C'est comme une Ferrari, par exemple. Une Ferrari, on peut estimer qu'à 100 000 euros, une Ferrari est une bonne voiture et 100 000 euros est un bon prix. Même si certains trouveront ça trop cher, etc. Mais ça revient au prix global où le marché l'entend. La même Ferrari, donc toujours une très bonne voiture, une très bonne sportive, avec toujours le même luxe dedans, donc très bon. À 400 000 euros, c'est déjà moins une affaire. À 1 million d'euros, ça reste toujours une Ferrari génialissime et ça fait partie du top de ce qu'on fait dans la vie des voitures. Mais à 1 million d'euros,
ça fait cher. À 10 millions, à 100 millions, et on va dire à 1 milliard pour pousser le bouchon, à 1 milliard d'euros, une Ferrari, c'est trop cher. Point. Il n'y a aucune justification pour mettre, alors à part peut-être une signature d'un pilote connu qui serait mort, donc on ne l'aura plus jamais, donc là il y aurait autre chose en plus de la Ferrari, mais juste la même Ferrari à 1 milliard, ça reste une très bonne voiture, ça reste trop cher. Eh bien c'est exactement la même question à se poser pour Hermès. C'est une bonne société, une bonne entreprise avec une bonne gestion, ça on ne peut rien en dire. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui à 1883 euros, c'est le bon prix, trop cher ou une aubaine? Eh bien c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo avec une valorisation où on essaiera de voir avec des calculs où se situe la valeur de la société. Et dans une troisième vidéo, l'étude de l'histoire de Hermès, des bilans financiers, des rapports, etc. pour voir justement ce que voit l'équipe dirigeante, ce qu'elle met en place et si jamais ces chiffres, enfin faire parler les chiffres, savoir si la valorisation qu'on aura eue sera optimiste, pessimiste, génial, et du coup on en tirera une conclusion pour savoir si c'est une aubaine ou pas à ce prix-là et s'il faut essayer de rentrer dans le train ou pas à ce prix-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!